Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des exercices du chapitre 21. Donc ce chapitre 21 tournait autour de la modélisation microscopique de l'évolution d'un système chimique, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à ce qui se passait au niveau microscopique quand on avait des réactions chimiques. Donc on a parlé de l'interprétation microscopique des réactions, donc on a la notion de choc efficace et de facteurs cinétiques. En quoi le fait d'augmenter la température augmentait la vitesse de réaction, eh bien ça permettait d'augmenter le nombre de chocs efficaces et donc d'augmenter comme ça la vitesse de réaction en augmentant la température. De même qu'en augmentant la concentration en réactif, on augmente le nombre de chocs efficaces et donc on augmente la vitesse de réaction. Un choc efficace, c'est un choc au cours duquel deux réactifs réagissent entre eux avec une énergie suffisante pour pouvoir former un ou plusieurs produits. On a aussi vu qu'un mécanisme réactionnel, c'était un ensemble d'actes élémentaires. Qu'un acte élémentaire, c'était un processus qui se déroulait à l'échelle microscopique en une seule étape, et qu'on pouvait avoir, qu'il fallait faire la différence entre les intermédiaires réactionnels et les catalyseurs. Les catalyseurs, ils modifient le mécanisme réactionnel, ils augmentent le nombre d'actes élémentaires en règle générale, et ils sont surtout consommés puis régénérés. C'est comme ça qu'on les différencie, consommés puis régénérés. Alors que l'intermédiaire réactionnel, lui, il est formé au cours d'un acte élémentaire et consommé au cours d'un autre acte élémentaire. Et enfin, on a vu que pour expliquer les formations et les ruptures de liaison, eh bien, on pouvait utiliser la formalisation des flèches courbes. Donc la flèche courbe, ça caractérise le mouvement d'un doublet d'électrons qui va partir d'un site donneur de doublet vers un site accepteur de doublet quand on a formation d'une liaison, ou qui va partir de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif quand on a une rupture de liaison. Alors, les sites donneurs de doublet, c'est les sites qui sont riches en électrons. Donc ça peut être des liaisons multiples ou des doublets non liants ou des atomes électronégatifs, donc avec une charge partielle delta moins ou une charge entière moins. Les sites accepteurs de doublets d'électrons, c'est les sites qui sont porteurs d'une charge entière positive ou partielle positive, c'est les pauvres en électrons. Donc les riches en électrons sont donneurs d'électrons, les pauvres en électrons sont accepteurs d'électrons. Les accepteurs d'électrons, on aura aussi les sites portant une lacune électronique. Donc lacune électronique, c'est un manque de 2 électrons. Et pour suivre la règle du duet ou de l'octet, et donc là on est pauvre en électrons, on est facilement accepteur de doublets d'électrons. Donc des exercices autour de ces notions vont être vus, étaient à faire pour aujourd'hui, on va les corriger. Et donc on va commencer par le traditionnel QCM. Donc là, on commençait par définir un intermédiaire réactionnel. Donc on l'a dit, un intermédiaire réactionnel, eh bien, c'est une entité qui est formée au cours d'un acte élémentaire, puis totalement consommée dans un autre. Donc là, la réponse B convenait. Un facteur cinétique, eh bien, c'est une modification des paramètres de l'expérience qui permet d'augmenter la vitesse ou de diminuer la vitesse de réaction. Et donc au niveau microscopique, ce qui se passe, c'est qu'on obtient ça en modifiant le nombre de chocs, en modifiant le nombre de chocs efficaces entre les réactifs. Donc là, c'était la réponse A. Et enfin, un mécanisme réactionnel, eh bien, c'est constitué de un ou plusieurs actes élémentaires. Un acte élémentaire étant un processus qui se déroule à l'échelle microscopique en une seule étape. Le mécanisme réactionnel, c'est l'ensemble des actes élémentaires. Alors, on passait ensuite à l'exercice 12. On vous disait que l'estérification est une réaction chimique couramment employée permettant la fabrication d'esters. On s'intéresse à la cinétique de l'estérification de l'éthanoate d'éthyle, à l'odeur fruitée dont on présente les 2 premières étapes du mécanisme réactionnel. Première question, on vous demandait de recopier les formules et d'ajouter les lacunes électroniques d'après les règles de Lewis. Donc les règles de Lewis, elles disent que les atomes doivent s'entourer soit de 8 électrons sur leur couche externe, soit de 2 électrons sur leur couche externe. C'est ce qu'on appelle la règle du duet ou de l'octet. Eh bien, les atomes autres que l'hydrogène vont suivre la règle de l'octet, donc vont s'entourer de 8 électrons, ce qui veut dire qu'ils vont s'entourer de 4 doublets, alors que les atomes d'hydrogène, eux, doivent s'entourer de 2 électrons, donc d'un doublet.
Donc si l'on regardait les atomes de carbone, on voyait qu'ils étaient tous entourés de 4 doublets, 8 électrons, ils suivent la règle de l'octet. Atomes d'oxygène, 4 doublets, on a ici 2 non-liants et 2 liants, ici 2 non-liants, 2 liants, donc 4 doublets, et donc on avait bien nos 8 électrons. Alors, et si on prend cet atome d'hydrogène là, on voit que c'est donc l'ion, enfin c'est pas l'atome d'hydrogène d'ailleurs, c'est l'ion hydrogène H+. L'atome d'hydrogène Z égale 1, il a donc un proton dans son noyau et un électron qui tourne autour. Quand il se transforme en l'ion hydrogène H+, il perd un électron. Et comme il perd un électron, il se retrouve avec plus aucun électron. Donc pour suivre la règle du duet, il devrait être entouré de 2 électrons, et il n'en a aucun. Il va donc être porteur d'une lacune électronique. Cet ion H+, ici, sera porteur d'une lacune électronique, ce sera le seul. Ici, puisque les autres, l'atome d'oxygène, il a 4 doublets ici, 4 doublets, carbone, 4 doublets, enfin voilà. Tous les autres ont 4 doublets ou un doublet pour les atomes d'hydrogène. Hein. On a cet atome d'hydrogène-là est lié à cet atome d'oxygène, il a donc un doublet liant entre les deux. Donc il est entouré d'un doublet, donc il suit bien la règle du duet. Non, le seul qui ne suivait pas cette règle du duet ou de l'octet, eh bien c'était l'ion H+, ici, et donc il n'était pas entouré de, de 2 électrons. Il était donc porteur d'une lacune électronique, il lui manquait 2 électrons pour suivre la règle du duet. Alors ensuite, on vous demandait de représenter les mécanismes, les flèches courbes du mécanisme. Donc pour ça, il faut bien comparer ce qu'on a en réactif et ce qu'on a en produit. On compare les deux. On observe ici que le CH3 il n'a pas bougé, le OH il est toujours là, et que ce C double liaison O ici s'est transformé en C double liaison O liaison H et avec un plus ici. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une liaison qui s'est formée entre cet atome d'oxygène et cet ion H+. Donc là, on va, pour expliquer cette formation de liaison, faire une flèche courbe qui va partir du site donneur. Donc un site donneur, on a dit, c'est un site riche en électrons. Donc soit liaison multiple, soit doublet non liant, soit site électronégatif, donc avec une charge partielle delta-. Là, l'atome d'oxygène, il est à la fois porteur de doublet non liant, et en plus il est plus électronégatif que le carbone, donc il aura une charge partielle delta-. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir de ce doublet non liant de l'atome d'oxygène vers H+, qui lui est accepteur puisqu'il est pauvre en électrons, étant donné qu'il est porteur d'une charge positive, il a aussi une lacune électronique. Donc on aura une flèche courbe qui part d'un doublet non liant de l'oxygène vers l'ion H+. Dans le deuxième mécanisme, alors il se passe deux choses, dans le deuxième acte élémentaire plutôt, il se passe deux choses. Donc il faut toujours bien comparer les réactifs et les produits. Hein. Donc on a ici CH3, ça change pas, le OH qui change pas, le double liaison OH+, ici, s'est transformé en simple liaison OH, et on a, en plus, on a une liaison CO ici qui n'existait pas. En fait, c'est la liaison entre ce carbone ici et cet oxygène là. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir du site donneur de doublet vers le site accepteur. Le carbone, lui, ici, il est moins électronégatif que l'oxygène, donc il a une charge partielle delta+. L'oxygène, lui, il est accepteur. L'oxygène, lui, il est donneur parce qu'il est porteur de doublet non liant. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir de ce site donneur ici vers ce site accepteur là. Et on a la disparition de cette double liaison. À la place, on a une simple liaison. Donc comme on a une rupture de liaison, eh bien, on va avoir une flèche courbe qui va partir de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif. Entre le carbone et l'oxygène, le plus électronégatif c'est l'oxygène. Donc cette flèche courbe va partir de cette double liaison vers l'atome d'oxygène. On vous demandait ensuite d'identifier un intermédiaire réactionnel. Je rappelle qu'un intermédiaire réactionnel est formé dans un acte élémentaire et consommé dans un autre acte élémentaire. Donc il fallait repérer une entité qui était formée dans un acte élémentaire et consommée dans un autre. Eh bien, on avait cette entité ici qui était formée dans ce premier acte élémentaire et consommée dans ce deuxième acte élémentaire. Donc c'est bien un intermédiaire réactionnel. Et enfin, question 4. Au terme de 3 autres actes élémentaires, l'ion H+ est reformé, qualifier cette espèce. Donc on va avoir l'ion H+ qui est consommé dans la première étape, dans le premier acte élémentaire, et reformé dans le dernier.
Et c'est donc un catalyseur. Un catalyseur, c'est une entité qui est consommée puis régénérée et qui permet d'accélérer la réaction. Donc la correction ici détaillée avec les flèches courbes que vous avez aussi sur l'ENT et également sur Pronote. Alors exercice 14. Donc on vous dit que la transformation suivante est une saponification permettant de produire un anion à la base de certains savons. Il s'agit de l'un des mécanismes réactionnels les plus étudiés en cinétique chimique. Vous deviez dénombrer les actes élémentaires. Et bien là, il suffisait juste de compter les processus à l'échelle microscopique en une seule étape. Donc là, on en a 1, 2 et 3. Donc on avait 3 actes élémentaires. Ensuite, identifier les intermédiaires réactionnels. Donc, intermédiaire réactionnel, je rappelle que c'est une entité qui est formée au cours d'un acte élémentaire puis consommée dans un autre. Donc, cette entité ici, elle est formée dans le premier acte élémentaire, elle est consommée dans le deuxième. Ces deux entités-là sont formées dans le deuxième acte élémentaire et consommées dans le troisième. Donc, on avait un intermédiaire réactionnel ici, un autre là et un troisième là. On en avait 3. Voilà, 3 intermédiaires réactionnels. Écrire l'équation bilan de cette réaction. Eh bien, on a nos deux premiers réactifs ici. Là, c'est un intermédiaire réactionnel, donc qui va être formé puis consommé, donc il ne va pas apparaître dans l'équation de la réaction. Ces deux-là sont aussi des intermédiaires réactionnels, formés puis consommés, et donc là, on aura nos deux produits. Donc la réaction se fait entre les deux réactifs, ici, et les deux produits, ici. Donc on a nos deux réactifs initialement présents et nos deux produits finalement formés. Donc c'est ce que vous voyez dans l'équation de la réaction, donc qui est indiquée avec les formules brutes ici. L'exercice 23, donc on vous parlait substitution. Alors avant de corriger cet exercice, un petit retour sur le chapitre 12. Dans ce chapitre, on avait donné les noms des catégories de réactions avec les réactions d'addition. Réaction d'addition, eh bien, on a des atomes ou des groupes d'atomes qui se lient à des atomes engagés dans des liaisons multiples. Donc là, on voit une liaison double, X qui va se mettre sur le C, Y sur le A, et puis donc la liaison double se transforme en liaison simple. Une élimination, c'est la réaction opposée. Donc là, on va avoir départ d'atomes ou de groupes d'atomes portés par des atomes adjacents et formation de liaisons multiples. Donc là, si vous regardez bien, l'addition et l'élimination ici, les deux ici sont des réactions inverses l'une de l'autre. Et on a la substitution, où on a un groupe sortant qui est remplacé par un groupe entrant. Souvent, on a deux réactifs qui donnent deux produits dans ce cas-là. On avait aussi deux autres catégories qui étaient citées ici, même si on les connaît déjà, enfin on les connaissait d'avant. La réaction acide-base, où on a échange d'ions hydrogène, d'ions H+, et la réaction d'oxydoréduction, où on a échange d'électrons. Alors, donc, exercice ici, donc on vous disait, donc en milieu basique, le bromoéthane peut subir une substitution selon le mécanisme suivant, produisant ainsi de l'éthanol. Donc il fallait indiquer les flèches courbes. Donc là on compare les réactifs, on compare les réactifs et les produits. On voit qu'on va avoir formation de liaison entre cet oxygène et ce carbone. Et par contre on a cette liaison là, entre le carbone et le brome, cette liaison disparaît, puisque les ions bromions se retrouvent tout seuls comme ça. Donc là, pour la formation de liaison, ça part, la flèche courbe va partir du site donneur vers le site accepteur. Le site accepteur, c'est le carbone, puisqu'il est moins électronégatif que le brome, donc il va avoir une charge partielle delta+. L'oxygène est donneur parce qu'il est porteur de doublets non liants et qu'il est en plus porteur d'une charge négative. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir d'un des doublets non liants de l'atome d'oxygène vers l'atome de carbone. Et une seconde flèche courbe qui va partir de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif. Le brome est plus électronégatif que le carbone, donc la flèche courbe va partir de la liaison à rompre et va aller vers le brome. Alors, les électronégativités, vous n'en avez aucune à connaître. Là, il aurait fallu, dans l'exercice, qu'on vous donne l'électronégativité du brome et du carbone pour pouvoir conclure plus facilement. Bon, en même temps, il n'y a rien qu'en regardant les produits et les réactifs, on voit bien ce qui va se passer, quoi. On a bien ici un doublet liant qui se transforme en doublet non liant, et donc on rupture de cette liaison ici. Et donc on a bien affaire à une substitution parce qu'on a un groupe sortant, donc là les ions Br- qui sont remplacés par un groupe entrant,
OH ici. Donc on a BR qui est remplacé par OH, donc un groupe sortant remplacé par un groupe entrant. Et pour terminer, eh bien, des exemples de mécanismes réactionnels qui étaient tous tirés d'annales issues de labo lycée. Donc on reprend une estérification avec donc la schématisation qui était faite ici, donc avec un acide carboxylique qui réagit avec un alcool pour former un ester plus de l'eau. Donc là, on a l'alcool marqué ici de manière isotopique, c'est c'est l'oxygène de l'alcool hein, marqué. Donc on retrouve là, donc on voit ici que la première partie en fait de l'ester provient de l'acide carboxylique et la deuxième partie de l'ester va venir de l'alcool. Donc vous deviez nommer et donner la formule semi-développée des deux réactifs de la réaction ci-dessus. Donc on avait, nous, pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, on savait qu'on allait avoir affaire à l'éthanoate de butyle. Donc ici, donc comme on a affaire à l'éthanoate de butyle, eh bien l'acide de départ c'est l'acide éthanoïque. Et l'alcool c'est le butanol, même le butane 1-ol pour être plus précis. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On a donc l'acide butanoïque, l'éthanoate de butyle avec la partie avant le groupe et puis la partie après le groupe. Donc l'acide éthanoïque est à l'origine de la première partie et le butane 1-ol à l'origine de la seconde partie. Ensuite, on vous demandait d'indiquer si la réaction d'estérification est une réaction de substitution, d'addition ou d'élimination. Et bien là, on a un groupe sortant qui est remplacé par un groupe entrant. Donc le groupe sortant, c'est le OH ici qui va être remplacé par le R2O. Donc on a une substitution. Ensuite, eh bien, vous deviez identifier pour chacun des réactifs un site donneur et un site accepteur de doublet, puis proposer une première étape pour le mécanisme de formation de l'ester. Donc on voit qu'une liaison va se former entre cet oxygène et ce carbone. Le carbone, c'est un groupe accepteur parce qu'il est moins électronégatif que l'oxygène, donc il est porteur d'une charge partielle delta+. L'oxygène, lui, c'est un site donneur parce qu'il est porteur de doublets non liants, donc il est riche en électrons. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir d'un doublet non liant de l'oxygène vers le carbone. Et donc cette flèche courbe, on va la modéliser ainsi. Donc une flèche courbe qui part comme ça du doublet non liant de l'oxygène vers le carbone. L'oxygène est un site donneur parce qu'il est riche en électrons, il est porteur de doublets non liants. Le carbone est un site pauvre en électrons, donc accepteur de doublets d'électrons, puisqu'il est moins électronégatif que l'oxygène, et donc porteur d'une charge partielle delta+. La phénylalanine, eh bien, donc on vous dit qu'elle réagit avec les ions H+, et puis il fallait expliquer à l'aide des flèches courbes comment on peut expliquer cette réaction donc avec l'aide du mécanisme des flèches courbes. Donc pour ça, on voit que la réaction va avoir lieu entre l'atome d'oxygène et les ions H+. On a une liaison qui se forme ici. Donc site donneur, le doublet non liant de l'atome d'oxygène. Site accepteur, l'ion H+. Il est accepteur parce que il est porteur d'une lacune électronique. Hein. Il n'a pas d'électrons. Donc il manque 2 électrons pour suivre la règle du duet. Et donc il est porteur aussi d'une charge positive, donc il est très pauvre en électrons, accepteur, lui est riche en électrons, puisqu'il est porteur d'un doublet non liant, et donc on va avoir une flèche courbe qui va partir du doublet non liant de l'atome d'oxygène vers l'ion H+. Donc c'est ce qu'on voit ici. Pour l'ammoniac, c'était à peu près la même chose, là, pour expliquer la formation de l'ion ammonium. Donc on a un doublet non liant qui va partir on va plutôt avoir une flèche courbe qui va partir du doublet non liant de l'atome d'azote et qui va aller vers l'ion H+. L'ion H+ est pauvre en électrons, il est porteur d'une lacune électronique puisqu'il lui manque 2 électrons pour suivre la règle du duet. Donc il est accepteur de doublet d'électrons. L'azote est riche en électrons, il est porteur d'un doublet non liant, et donc la flèche courbe va partir du site donneur vers le site accepteur, comme toujours, ici dès qu'on a une formation de liaison.
Et dernier exercice, ah non, avant-dernier, donc vous aviez le mécanisme d'estérification ici. Donc le type de réaction qui correspond aux étapes 2 et 4, eh bien l'étape 2, on voit qu'on a ici une addition, hein, puisque on va avoir deux réactifs qui vont donner un produit, et donc ici là une addition sur une liaison multiple, comme ça. Donc l'étape 2, c'est une addition. L'étape 4, ça va être le contraire, puisqu'on a un réactif qui nous donne deux produits, et puis on a une liaison, enfin on va avoir des départs. Ici, on va avoir un départ sur cette liaison CO d'un ion, enfin plutôt, donc oui, plutôt ici, on a le départ de H2O. Et donc on va avoir formation d'une double liaison, donc on a élimination d'une molécule d'eau, et donc formation d'une liaison multiple entre ce carbone et cet oxygène, donc ici. Et donc départ de cette molécule d'eau, donc élimination. Comment intervient le cation H+ dans le mécanisme? Eh bien, il est consommé à la première étape, régénéré à la dernière, donc il s'agit d'un catalyseur. Et ensuite, vous deviez aussi dessiner les flèches courbes pour expliquer le transfert d'électrons dans l'étape 2. On voit qu'on va avoir affaire à la formation d'une liaison entre ce carbone et cet atome d'oxygène. Le carbone accepteur, l'atome d'oxygène donneur. Donc on a une flèche courbe qui va partir du doublet non liant de l'atome d'oxygène vers le carbone. Et on a une rupture de double liaison ici. Donc une rupture de liaison entre cette double liaison ici et donc rupture ici, ça veut dire qu'on va partir de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif. Donc ici, une flèche courbe là, donc ce qui était expliqué ici. Et donc cette fois-ci le dernier. Alors en nomenclature officielle, l'acide formique c'est l'acide méthanoïque puisqu'il a un seul atome de carbone. Donc ensuite en formule topologique, il fallait représenter ça en formule topologique et entourer les groupes carboxyle et les groupes hydroxyle, caractéristiques de la famille des alcools pour le groupe hydroxyle et caractéristiques de la famille des acides carboxyliques pour le groupe carboxyle. On reconnaissait aussi le groupe ester, caractéristique de la famille des esters. On vous demandait de décrire la modélisation de l'étape A du mécanisme réactionnel dans le document 1. Donc on voyait qu'on avait une flèche courbe qui partait du site donneur de doublet d'électrons donc sur l'atome d'oxygène vers le site accepteur, ici l'ion H+. L'ion H+ est accepteur parce qu'il est porteur d'une charge positive et d'une lacune électronique. L'atome d'oxygène est un site donneur parce que il est riche en électrons puisqu'il est porteur d'un doublet non liant. Donc on a un doublet non liant de l'atome d'oxygène, site donneur, qui va permettre de former une liaison avec l'ion H+, site accepteur. Et donc l'atome d'oxygène se trouve au final porteur d'une charge positive qu'on va expliquer dans la dernière question. Compléter les étapes C, E avec des flèches courbes. On va le faire directement ici. Donc en comparant les réactifs et les produits, on voyait qu'une liaison se formait entre le carbone ici et l'oxygène. Une flèche courbe va donc partir du site donneur, l'oxygène, puisqu'il est porteur de doublet non liant, vers le site accepteur, le carbone, parce qu'il est porteur d'une charge positive. Et là pour l'étape E, on avait une rupture de liaison. Quand on comparait les deux, on voyait qu'on avait une rupture de liaison ici, cette liaison disparaissait. Donc le doublet non liant va se transformer en un doublet liant pour l'atome d'oxygène, ce qu'on voit là. Et donc on mettait une flèche courbe de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif. Dernière question, il fallait justifier les charges positives portées par les atomes d'oxygène et de carbone dans l'étape E. Alors, l'atome d'oxygène, son numéro atomique, c'est Z égale 8. Donc, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Il est donc entouré, sur sa couche externe, de 6 électrons, cet atome d'oxygène. Et là, si on compte le nombre d'électrons qu'a l'élément oxygène, il a 2, 3, 4, 5 électrons. Il lui manque donc un électron, il va charge positive. Le carbone, lui, son numéro atomique, c'est Z égale 6. Sa configuration électronique, c'est donc 1s2, 2s2, 2p2. L'atome d'oxygène a donc 4 électrons sur sa couche externe, sur la couche 2. Là, ici, on voit qu'on a 1, 2, 3 électrons. Il lui manque donc un électron. Il va donc être porteur d'une charge positive.
Alors, pour finir de vous entraîner, vous pouvez essayer d'expliquer les formations et ruptures de liaison dans les différentes étapes ici qu'on n'a pas, qui n'étaient pas posées dans les annales. Hein. Vous pouvez essayer de vous entraîner là-dessus. Et de même, pour ces différentes étapes ici, ça fera un bon entraînement. Donc positionner les flèches courbes dans le cas d'une formation et d'une rupture de liaison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et bon travail.